C'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin sur notre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue sur 10-12, le Zénith. Et pour cette nouvelle sortie, nous serons encore en compagnie de la grande famille. Et avec elle, comme c'est le cas tous les jours, nous tenterons bien sûr de vous refaire une belle peinture du Cameroun, mais surtout le côté inquiétant de la République. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Dominique Audrey Yengelek, Dominique Pengou, Bonbon Bengan Kandje et Dona Brice Kamgan, ensemble unis pour la même mission. Installez-vous confortablement jusqu'à midi, vous serez bien sûr servis. Bonjour à vous, Bonbon Bengan Kandje, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngatou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Elles sont au nombre de 3, les grandes puissances qui veulent se partager le continent africain. Il y a la France, la Chine et la Russie. On n'ignore pas qu'il y a la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais n'ont pas la même propension expansionniste que les 3. Maintenant, entre la France, la Russie et la Chine, il faudrait bien choisir. Mais est-ce que les pays africains pourront choisir le partenaire qui leur permet de tirer leur épingle du jeu? C'est cela l'enjeu. Mais l'enjeu également, c'est qu'aucun pays africain ne devrait négocier seul. Ils n'ont pas alors des grands regroupements régionaux, malheureusement. L'Afrique pourrait encore être mangée par d'autres voraces. Allez, on s'en inquiétait d'ailleurs, mon Bengan, sur la question. On s'en souvient que la Grande-Bretagne a été au Cameroun. La Grande-Bretagne et la France sont venus simplement chasser l'Allemagne et se sont imposés jusqu'aujourd'hui. Et lorsque la Russie entre en jeu, lorsque la Chine également entre en jeu, c'est quoi l'objectif? Rester ou chasser, s'en aller? Déjà, on sait que en matière d'intérêt, chaque État gère bien sûr ses intérêts. Bienvenue à vous, Dona Brice Kamgan, ce matin. Bonjour Michel Gachou, bonjour à nos téléspectateurs. Le chef de l'État a nommé les 2 médiateurs qui doivent œuvrer aux côtés des assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour prévenir et résoudre les conflits éventuels qui pourraient survenir entre les populations des 2 régions en crise depuis 2016. Il s'agit de Simon Faye Tanfou et de Dorothy Atabon, respectivement pour les régions du Nord-Ouest d'une part et du Sud-Ouest d'autre part. Le premier pour le Nord-Ouest est un ancien cadre de la Société nationale des hydrocarbures, ancien directeur d'exploitation de la SNH notamment. Et la seconde, c'est une femme et ancienne déléguée régionale de l'éducation de base pour le Sud-Ouest. On se demande bien si ces 2 personnalités auront les coudées franches pour travailler en toute indépendance comme le prévoient les textes en la matière. Ce sont des postes qui étaient prévus dans le Code des collectivités territoriales décentralisées promulgué en fin d'année 2019. On attend bien de voir lorsqu'on connaît la force dévastatrice du pouvoir central. On peut bien s'inquiéter, mais on attend de voir les maçons au pied du mur. On verra. Dona Brice Kamgan, merci beaucoup. Bonjour à vous, Dominique Pengou, bienvenue ce matin et bon début de semaine. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, on sort d'un week-end avec une confirmation de Samuel Eto'o. Le Cameroun pourra même organiser la Coupe du Monde si le pays le souhaite. Donc on est convaincu que la CAN 2021 se fera bel et bien au Cameroun. Alors au moment où nous parlons bien sûr, une mission de la CAF elle sera accueillie ce jour à Yaoundé précisément, certainement pour confirmer ou infirmer de l'organisation de cette CAN anti-camerounaise aujourd'hui. Mais des questions continuent de tarauder les esprits des Camerounais. Comment aurons-nous l'accès au stade? Avec quels moyens justement on pourra organiser cette compétition avec 24 équipes? Et quel est l'espoir d'avoir celui-là qui pourra bien évidemment être présent lors de la cérémonie d'inauguration, si on en venait bien évidemment à l'organiser, sans pour autant rester pessimiste. Les Camerounais restent, quoi qu'il en soit, on va dire un peu plus dans cette attitude aujourd'hui. Dominique Audrey, ça va? Monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Finalement, il y a du violet super touché, du rouge à lèvres, c'est quoi? C'est du violet à lèvres là? Du rose, du violet, oui, du rose et du violet également. Ah, vous le faites sciemment ou bien? Vous savez que j'aime les couleurs un peu... Voilà. Est-ce que mon a vu ça? Il a déjà trop parlé. Je profite pour vous souhaiter bonne fête des pères, c'était hier. Ah ben... Ne dites pas que les hommes sont mal aimés. Ouais. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Donald Bruce n'est pas concerné.
On pense à vous. On s'est rendu compte que finalement, tout le ramdam qui est autour de la fête des mères, les pères n'ont pas droit à ça. Ah, ça. Les pères n'ont pas droit à ça. Rien. Je viens le faire à la télé. On s'est même pas rendu compte que c'était la fête des pères. Ah. Bon, heureusement, c'est une fête religieuse en même temps. Enfin, je sais pas. C'est une fête à caractère religieux. C'est du business. C'est du business. Ça doit être l'occasion pour chaque femme de dire à son mari, tous mes enfants qui sont dans d'autres cultes, on les regroupe, on fait. D'accord. Comme ça, quand on souhaite une bonne fête. Merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, comme chaque matin, madame, monsieur, Dominique Audrey revient ce matin avec une autre histoire. Oui. Ce matin, on est dans la ville de Yaoundé, au quartier Nkwaban, avec l'histoire de Jean-Claude, qui dit qu'il a entrepris d'acheter une parcelle de terrain à hauteur de 200 mètres carrés pour un montant de 700 000 francs, soit 3 500 francs par là le mètre carré. Donc, il s'est entendu avec le vendeur et il était question qu'il avance la première partie. Donc, la première partie de la somme, c'était 300 000 francs. Ils ont fait un papier qu'ils ont signé tous les deux. Donc, c'était une sorte d'acte de vente et il devait verser la totalité de la somme, du moins le reste, à partir du mois d'avril, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait. Mon problème depuis 3 semaines, c'est que l'un des fils du vendeur est venu revendiquer, du moins il fait obstacle à cette vente en disant que lorsque son père m'a vendu le terrain, il n'avait pas tenu compte du développement du secteur. Par conséquent, il estime que Jean-Claude doit acheter le terrain à hauteur de 5 000 francs le mètre carré. Donc, la totalité de la somme devra avoisiner les 1 million de francs CFA par là. À la question de savoir que dit le père qui vous a vendu précédemment le terrain, il dit non, le père a décidé qu'on s'en tienne exclusivement au contrat, donc que je verse la somme de 700 000 francs exclusivement et que le terrain doit me revenir totalement. Donc, Jean-Claude nous pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce qu'il doit ajouter l'argent comme le fils du monsieur demande, pour ne pas avoir des problèmes avec lui dans l'avenir, ou simplement il s'en tient à l'accord qu'il a précédemment passé avec le papa, du moins le propriétaire de ce terrain. Comment on se comporte dans cette situation quand on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a ce phénomène-là d'enfants qui viennent soit à la mort du parent venir revendiquer un terrain, vous avez trompé notre père, c'était pas comme ça et tout, gna 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 gna. Donc voilà un peu le problème de Jean-Claude ce matin. Et c'est une thématique d'ailleurs qui se rapproche véritablement de ce que beaucoup vivent dans les villes du Cameroun, que ce soit Yaoundé ou Douala. Ben là précisément ce matin nous sommes en Kouaban. Et le fils a déjà retiré 2 des bornes placées par le géomètre sur les 200 mètres carrés. Oui. Alors justement, c'est comme je le disais à l'instant, c'est des histoires qu'on a en permanence au Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit ici à Douala, que ce soit à l'ouest Cameroun, partout. On a c'est un moment d'ailleurs où en ce moment on est en plein débat à l'Assemblée nationale sur la question des domaines de l'État. Donald Brice Kangan, vous y comprenez grand chose. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cet homme qui au départ achète son mètre carré à 3 500 et plus tard le fils du bailleur vient le rappeler que ben non, il y a des questions d'environnement, c'est ça, qu'il faut remettre en place, de développement, effectivement. Donc il faut 5 000 francs. Au départ, on était à 3 500, maintenant on vous impose 5 000. Sur la base de quoi peut-on penser pareillement? Votre commentaire de Brice. Bon, d'abord, il y a une petite confusion que le fils entretient. Soit on se préoccupe des questions de développement, de bien-être, du cadre de vie, soit on se préoccupe de la valeur de ce lopin de terre, 200 mètres carrés. Si on m'en tient à l'histoire, il me semble que aujourd'hui, dans l'environnement actuel, il n'est pas évident de trouver 1 mètre carré à 3 000 francs CFA en Kouaban. Je sais pas, il y en a moins. Il y en a. C'est possible. Peut-être pas en Kouaban, mais 200 mètres carrés pour 700 000 francs CFA. Il me semble que c'est quand même difficile. J'ai l'impression que cette parcelle-là a été un peu bradée. J'ai l'impression. Ah bon? Sous réserve des précisions sur l'endroit où le terrain se situe, ça peut être bradé. Je pense que l'acquéreur doit simplement faire les vérifications nécessaires auprès des autorités en charge du cadastre. Pour faire quoi? Du département du Fondi, pour vérifier que le terrain n'est pas litigieux.
que c'est dans une zone qui a toutes les autorisations nécessaires pour le lotissement, pour bâtir, et il peut opérer la transition en toute sécurité. Vous savez, au sein de famille, il y a toujours ces conflits. Vous achetez un terrain au papa, le cousin vient vous dire qu'il avait des droits sur le terrain, il vous brandit des documents. À une époque, l'obtention d'un titre foncier était la garantie, était l'assurance qu'on est éloigné, épargné de tout conflit éventuel. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez un titre foncier, on vous présente un autre titre foncier, on vous présente des certificats de vente antérieure, on vous présente un tas de documents qui met finalement le bas peuple en insécurité totale. Alors, est-ce que dans l'histoire au moins, Dominique Audrey, celui qui nous la raconte ce matin, nous a-t-il fait savoir si papa était encore vivant? Il est vivant. Il est bien vivant. Alors, et le père lui a dit non. Tiens-toi à notre contrat. Avec moi, c'est 700 000, fais abstraction, parce que mon fils dit. Sauf que le fils est allé enlever les bornes. Vous savez que lorsqu'on a déjà placé des bornes par un géomètre, ça veut dire que l'espace a été délimité et vous revient d'une certaine façon. Si vous le faites dans les normes, on vous sort un plan sur papier millimétré de votre terrain, de votre espace. Alors, est-ce que le fils serait belliqueux? Serait-il en train de chercher des ennuis à celui, l'acquéreur bien sûr du terrain aujourd'hui, parce que Denabré justement le disait qu'il estime quand même pour sa part que à ce montant le terrain serait bradé. Est-ce que c'est pas ce qui peut justifier l'attitude de ce garçon aujourd'hui? Votre commentaire? Le terrain bradé, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que on achète lorsque quelqu'un cherche un terrain. Il se balade, il marche. Bien sûr. Et maintenant, c'est chacun qui sait à combien il vend son terrain. Si quelqu'un vous dit, moi je vends le mètre carré à 1000 francs, c'est certainement parce qu'il a évalué sur le coup, mes voisins le vendent à ce prix-là, ou bien à 2000, 2500, ça passe. D'abord qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des endroits où on vend encore le mètre carré à 1000 francs. Il y a les endroits où on vend le mètre carré à 2000 francs CFA. Donc ce n'est pas donné, surtout comme quoi on n'est pas encore totalement développé. C'est encore une zone, vraiment, c'est encore même si ça va vite quand même. Hein, oui, ça va vite. Mais ça veut dire que si le monsieur allait prendre à 3500, ça veut dire que le développement est loin d'arriver là-bas aujourd'hui, pour l'instant. Peut-être il y a l'électricité, mais peut-être la route ne passe pas encore à cet endroit. Conséquence, on le vend à 3500. Donc ici, j'ai plus l'impression que, vous savez, malheureusement, dans des familles, il y a des complicités. Le papa va dire à l'acheteur que ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Mais derrière, avec son fils, ils sont en train de comploter et on va le renvoyer derrière en disant non, on va faire la guerre, il va donner l'argent. C'est stupide de faire cette guerre parce que le montant à ajouter ne coûte que 300 000 francs. C'est juste 300 000 ajoutés sur les 700 000. Ça ne représente absolument rien. Donc, si pour vous, vous estimez que vous allez vendre le mètre carré d'un espace qui va être développé à 5 000, ça veut dire que vous n'avez rien compris du tout. Si vous voulez vendre un espace cher parce que vous attendez la route et les écoles et potentiellement les hôpitaux dans le secteur, vous ne vendez pas. Vous attendez que la zone se développe avant de pouvoir commencer à vendre à 30 000 et 50 000 et comme vous voudrez. Donc moi, monsieur, tout simplement, des endroits comme celui-là présagent déjà qu'il y aura énormément de problèmes. Vraiment, vous avez encore le temps de partir de là. C'est difficile de trouver un terrain, surtout que 3500, c'est un bon prix, c'est un bon marché, mais je vous suggère de partir simplement. Qu'on vous rembourse votre argent et vous partez de là. Parce qu'à l'avenir, si le fils n'est pas en complicité avec son père, dès que son père mourra, il vous fera des problèmes. Il peut engager des ventes pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, lorsqu'on achète un terrain, pour ceux qui en ont déjà acheté, il y a une sorte de le papier sur lequel on fait les mentions entre vous et le vendeur et tout, ne se fait pas comme le monsieur m'a envoyé, c'est simplement un format où on a écrit « Je sous-signais monsieur tel, avoir reçu des mains de tel, la somme de tel pour tel nombre. » Ça ne suffit pas. Non, c'est léger. Il y a tout un mécanisme aujourd'hui. Oui, pour pouvoir vous protéger, vous devez aller, après avoir signé le papier avec votre vendeur, vous devez pouvoir payer l'abandon des droits coutumiers qui vous est délivré au niveau de la chefferie et ensuite vous pouvez aller au niveau de la préfecture
pour pouvoir attester de la vente et un certain nombre de choses qui peuvent vous protéger, même si aujourd'hui, on sait que l'acquisition d'un titre foncier n'est plus une garantie. Donc, simplement, monsieur, pour éviter les problèmes à l'avenir, parce que le terrain, ça tue, on meurt à cause du terrain, partez simplement de là. Qu'on vous rembourse votre argent, vraiment la totalité de votre argent, même si vous avez mis les fleurs, les plantes, les arbres, ça a un prix. Qu'on vous rembourse et vous partez de là. Et c'est une solution que vous préconisez, vous aussi, Mbourambengan, que celui-ci s'en aille. Quand même, quand on écoute Dominique Audrey, il peut y avoir des ramifications, des complicités entre le père et le fils qui s'accordent justement à nuire l'acquéreur tout en lui imposant, on va dire, des montants qui n'ont rien à voir avec l'accord à la base. Au-delà, justement, c'est une question qui pose d'autres problèmes, j'ai envie de dire, de foncier au Cameroun aujourd'hui, Mbourambengan. Qu'est-ce qu'on fait pour s'acquérir une terre et y vivre aisément aujourd'hui? Votre commentaire. D'abord, l'État du Cameroun a mal organisé cette affaire. Je parle du Cameroun oriental parce que ce n'était pas la même chose au Cameroun anglophone jusqu'à une date récente. D'abord, on ne vend pas le terrain chez nous. Je pense que justement le droit venu de la France et ici, on essayait de colmater les brèches. On cède, on dit on m'a cédé. Vous voyez, donc on parle de cession. On ne vend pas le terrain. Mais si on peut intégrer le fait achat du terrain, puisque c'est le langage communément adopté, on va dire que le monsieur ne doit pas abandonner. Il ne devrait pas. Papa est encore vivant, il lui parle de 700 000. Ils ont signé, c'est d'ailleurs comme ça que ça commence, l'achat d'un terrain ou la cession d'un terrain. Le propriétaire, c'est lui qui représente la famille, vous signez avec lui. Et justement, c'est lui, parce qu'on ne sait pas, l'histoire ne nous dit pas s'il y a un titre foncier mère. Pas, on ne sait pas. D'abord, on signe d'abord, et justement, le vendeur t'amène sur le chef du village. Parce que dans le dossier, il faudrait bien qu'on intègre le fait qu'il y a eu tenue des palabres. Est-ce que les voisins ils disent que voilà, voilà. Donc, si ça a été fait, et on quitte du chef de village pour la sous-préfecture. Ouais. Mais maintenant, s'ils sont... Parce que l'histoire nous dit qu'il y a eu le bornage. Il y a eu le bornage, donc... C'est eu bornage, bon, ça suppose qu'il y a eu une voilà, ça veut dire qu'ils sont allés loin jusqu'à la mairie de la ville, qui s'appelait communauté urbaine, voilà. Qu'on est venu, et que maintenant, peut-être, on attend seulement que le titre foncier sorte pour éventuellement obtenir ce qu'on appelle un permis de bâtir. D'accord. Ça veut dire que la procédure est bien loin. Et c'est là où les garçons, et l'homme Dominique l'a rappelé, certains enfants viennent, commencent à... Quelquefois, le titre foncier dit « Non, vous avez trompé papa. Non, vous ne partez pas. Vous restez là. Parce qu'en fait, c'est pour ça que la terre tue. Il y a deux choses qui tuent. Il y a la terre et le bois. On ne coupe pas le bois n'importe comment. Vous verrez que quand vous entrez dans l'exploitation forestière, vous oubliez que le bois qu'on coupe, les arbres, c'est des êtres vivants. La différence, c'est que nous sommes les êtres humains, eux, ils sont les êtres végétaux. Mais c'est des êtres humains. Et lorsque vous enterrez un être cher, qu'est-ce que vous dites? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Donc, tous les enfants qui viennent déjà commencer à mettre, je vais dire, à constituer un obstacle à l'orientation de la famille telle que le père l'a dit, parce que quand on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'en fait, tous les voisins, toutes les familles au niveau de la père étaient d'accord avec l'orientation de papa. Donc, monsieur ne recule pas. Suit on vous dira l'élément, justement. Parce que peut-être... Moi, je suis capable de vous raconter une histoire pareille. À Yaoundé, précisément, en Colbisson, au niveau de l'usine des eaux. Monsieur Ngatu Joseph, lui on dira c'est Ngatu Joseph parce que le nom est similaire, qui a eu un problème là-bas, où il a acheté un terrain, où il y a construit sa petite maison, où il logeait avec sa famille, et plus tard, le revendeur décède, les enfants du revendeur reviennent lui dire « Tu as trompé notre papa », et il trouve quand même le moyen de lui dire « Le domicile que tu as construit, ce n'est pas toi qui l'as construit, c'était le magasin de notre papa. »
Vous comprenez jusqu'où, justement, les gens prennent des attitudes pour s'arracher le terrain. Et au moment où nous vous parlons, ils ont trouvé le moyen de tout faire pour le déguerpir du terrain parce qu'ils ont ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun les lombras, en utilisant les moyens de la justice, les juges et consorts corrompus pour mettre de côté un homme qui a acheté son terrain. Mais justement, c'est pour ça que je vous ai dit, le terrain tue. Le terrain tue et l'État du Cameroun est en train de perpétuer cette tuerie en série. Parce que je me rappelle encore, lorsqu'elle venait d'être nommée ministre en charge des affaires foncières, Madame Kouma Bessike, elle avait dit que le Vouri seul a près de 13 000 faux titres fonciers. Or, quand vous avez un titre foncier, c'est un droit de propriété, c'est votre terre. Comment vous pouvez donc avoir un faux titre foncier? Ça veut dire que nous sommes, permettez l'expression, dans un état voyou. Et c'est ça qui ouvre donc la porte à ce genre d'égarement. À ce genre d'égarement. Et à ce moment-là, chacun va utiliser les moyens qu'il a. Voilà. Donc vous achetez le terrain, vous dites, papa vous va construire, et vous venez parce que vous connaissez un magistrat, vous connaissez. Ah bon, lui aussi peut utiliser les moyens qu'il connaît. Dominique Tengo, justement, Bobo Bengen pense qu'il devrait rester. Dominique Audrey pense qu'il devrait partir. Donna Brice, pour sa part, estime qu'ici, quand même, il peut y avoir une éventuelle filouterie. J'espère que le mot est bien choisi. Qu'est-ce que vous en dites, vous, sur cette histoire? Moi, ce matin, je vais m'aligner derrière les propos de Bombok. Il doit rester. Parce que cette histoire nous révèle non seulement les failles du domaine et du Casas au Cameroun, mais ça nous révèle aussi la malhonnêteté des vendeurs de terrain ce matin. Je vais m'expliquer parce que la loi camerounaise nous dit ceci. Dans toutes les transactions immobilières entre privés, cela doit s'effectuer devant un notaire qui doit prendre la peine d'enregistrer l'acte du demandeur, qui doit prendre la peine aussi d'enregistrer les procédures de demande du titre foncier si le terrain n'est pas titré. C'est déjà le cas ce matin. Je peux me permettre de l'affirmer parce que je ne pense pas qu'un terrain titré puisse se vendre à ce montant au Cameroun. On connaît bien les différents montants, on connaît bien les différentes cotations que peuvent coûter les terres au Cameroun, surtout celles qui sont déjà titrées. Elles coûtent énormément très cher parce qu'on y inclut les coûts de l'obtention du titre foncier. Et après, même quand on achète un terrain déjà titré, il faudrait aller réenregistrer le titre foncier au nouveau nom du nouveau propriétaire. Ça doit se faire, on ne doit pas perdre la main de ce côté-là. Maintenant, suite à un morcellement qui s'est fait comme cela indique, parce que nous avons tous vu comment je vais dire ça, le titre de propriété qu'a envoyé ce monsieur, on appelle ça un simple morcellement. Il n'y a eu rien, il n'y a pas eu c'est un acte de vente. Un acte de vente, oui, c'est-à-dire un titre qu'on lui a délibéré comme ça entre particuliers, ça s'est fait. Il n'y a pas eu quelque chose de légal qui spécifie justement que le père lui a vendu ce terrain. Donc il n'a pas pris les mesures pour pouvoir, si il arrive un éventuel litige, pour pouvoir se défendre. Donc ce que je dis, c'est que le titre, l'acte de propriété est assez minime et simplifiable si on va loin avec ce problème. Donc ce que le monsieur doit faire, c'est revenir enregistrer toutes les ventes et toutes les démarches avec l'appui d'un notaire, avec l'appui de la sous-préfecture et de toutes les procédures qui sont comprises lorsqu'on veut obtenir un terrain au Cameroun. Alors, et engager justement les procédures de titre foncier. Je voudrais pas, sans vous couper, Dominique Audrey, je ne voudrais pas qu'on jette un dévolu péjoratif sur l'activité des notaires au Cameroun. On sait en même temps que des notaires, c'est des demi-dieux en réalité. Quel notaire vous le verrez pour ce qu'il peut considérer comme une affaire aussi banale parce que pour lui, ça ne lui rapportera rien? Est-ce qu'on ne va pas dire justement que ces notaires, à un moment donné, vraiment, puisqu'on fait un clin d'œil, sont pour la plupart des personnes intéressées sans pour autant faire un travail? Monsieur chef de quartier. Je dis n'importe quoi. Enfin, le monsieur chef de quartier. Le vendeur est chef de quartier. Alors, c'est incroyable en plus. Oui. Je ne vais pas jeter en peinture les notaires ce matin, mais c'est de leur rôle. Moi, je pense que c'est de leur rôle de pouvoir suivre toutes les démarches lorsqu'on veut s'acquérir une portion de terre. C'est quand même une portion de terre, c'est quelque chose qui va perdurer de génération en génération. Ça ne saurait se faire de façon légère et puis après revenir se dire non, comme mon papa t'avait donné hier, je décide qu'aujourd'hui on change les dons. S'il faille même changer les dons du jour au lendemain, on va tout simplement aller recommencer les procédures légales qui avaient été entamées. Et si vous êtes prêt à le faire, et puis on va changer les dons. Donc c'est
c'est justement pour ça que les personnes qui achètent souvent les terrains prennent l'habitude de simplifier toutes les démarches qu'il faut engager pour obtenir une portion de terre et demain se retrouve face à ce genre de litige. Alors, dans le cas échéant, pour ce monsieur, oui. Partir, rester? Non, il ne doit pas partir puisque le terrain a déjà été borné. Si le terrain a été borné, ça veut dire qu'il y a des procédures légales qui ont été respectées. Donc ça veut dire que le monsieur est quelque part enregistré comme le propriétaire de cette portion. Il ne doit absolument en aucun cas bouger. Même si ça arrive devant la loi, les papiers sont légalisés, les papiers sont certifiés parce que les bornes ont été posées. Très bien. Voilà. En une minute chacun, Donald Brice, comment vous appréciez l'attitude du fils de cet homme? Vous croyez véritablement qu'il est là pour créer ou s'aimer du désordre sur cet espace terrien où il voudrait justement assainir les choses comme il le fait bien savoir? J'ai l'impression qu'il n'a pas de bonnes intentions. Et parce qu'il n'a pas de bonnes intentions, c'est pour ça que je parle de l'importance des vérifications qui doivent être faites. Si tout est OK en matière de statut de cet espace, il faut engager toute la procédure qui est connu, réglementaire, pour obtenir à la fin un titre foncier sur cet espace. Avec au moins ça, vous avez un document qui certifie que vous avez régulièrement obtenu c'est le point du terre. Il sera difficile, même si on est au Cameroun, de se mettre personnellement en difficulté. Voilà. Devrait-on toujours faire confiance aux vendeurs, Dominique Audrey? Est-ce qu'on ne va pas dire que les vendeurs sont devenus aujourd'hui des sacs à problème? On vous vend un terrain, on vous guette la moindre faille. Si vous êtes ignorant du mécanisme d'obtention d'une parcelle de terre, ça devient très grave pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement se jeter comme ça dans ce processus, parce que ça demande énormément. Maintenant, les vendeurs terriens, des bons, il y en a. D'autres vous vendent le terrain et après, c'est même le vendeur même qui vous met mal à l'aise parce que tous les jours, il va vous appeler pour vous demander de l'argent. Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais surtout quand vous venez d'ailleurs, que vous n'êtes pas de cette contrée-là, on vous prend un peu comme une vache à lait et tous les jours, on va vous appeler pour vous demander encore et encore et encore. À un moment, on est obligé de donner parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec ces gens. Mais on a dans tout cela de bons et de mauvais vendeurs. Avant de vous engager dans cette procédure qui doit durer toute une vie, il faut prendre la peine de se renseigner auprès des gens qui l'ont déjà fait. Donc, monsieur, si vous n'avez pas encore le titre d'abandon des droits coutumiers, pensez à le faire, ça se paye. Parce que c'est comme la nourriture qu'on donne au village. Bon, on l'a mentionné, il faut donner. Et après, vous rapprochez maintenant de la préfecture pour le reste des procédures. Mais pour moi, vraiment, vous ne devez pas rester là. Parce que le fils vous a déjà montré les couleurs de comment ça va se passer. On vous rembourse votre argent, vous vous barrez, tout simplement. Et on l'a très bien dit, bon, Bengan et autres, en ce moment, au niveau de l'Assemblée, les sujets en débat là-bas, c'est également le sujet concernant l'obtention des titres fonciers au Cameroun, les domaines privés de l'État et tout le domaine d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut au moins le dire que le renouveau a pensé un temps soit peu à l'habitat pour chaque Camerounais? Est-ce que dans les plans qui ont été mis en place, le renouveau peut bien sûr dire aux Camerounais que tout a été mis en place pour que chaque Camerounais en âge d'obtenir un espace terrain puisse l'obtenir dignement, bonnement, sans inquiétude? Les mécanismes aujourd'hui ne sont-ils pas dévoyés? Restez sur Equinox Télévision et disons le Zénith, mesdames, messieurs, tout de suite la colère exprimée par Donald Brice Kamgan. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la difficile évaluation du gouvernement au Cameroun. Le mot ministre est un mot dérivé du latin. C'est un emprunt du latin qui dérive de l'adjectif ministre, qui signifie en latin serviteur, quelqu'un qui aide, qui exécute. L'étymologie du mot ministre suggère que la fonction est essentiellement un don de soi. Le ministre est un instrument d'exécution. Un instrument d'exécution des missions qui lui sont assignées et précisées au préalable par le patron de l'exécutif. Mais comment savoir qu'un membre du gouvernement exécute les missions attendues de lui au Cameroun? Autant qu'ils sont
les ministres n'ont pas de tableau de bord dans notre pays. Vous êtes nommé, vous prenez fonction, vous mettez en branle de votre manière. Au Cameroun, les membres du gouvernement n'ont pas de feuille de route. Ces feuilles de route qui auraient pu être ces tableaux de bord à partir desquels les personnalités nommées travaillent au quotidien. Si vous êtes nommé, l'auteur du décret qui vous nomme doit pouvoir vous donner les objectifs précis et clairs qu'il vous fixe, ainsi que les indicateurs de performance à partir desquels il vous évalue. Quand bien même il y aurait des feuilles de route, l'autre difficulté serait la taille du gouvernement camerounais. Pour une population d'un peu plus de 20 millions d'habitants que nous sommes, l'on dénombre près de 70 ministres et assimilés, là où des pays à niveau de démographie comparable en ont bien en deçà. Cette pléthore de départements ministériels ne facilite pas une évaluation de l'action gouvernementale. Et ce n'est pas surprenant que nombre de ministres considèrent leurs fonctions comme une simple balade de santé. Autre élément, l'absence de conseil ministériel. Le conseil des ministres est l'instance suprême qui rassemble les membres du gouvernement autour du chef de l'État. Il examine les questions cruciales de la vie de la nation. Mais c'est surtout le cadre d'évaluation des actions entreprises par les membres du gouvernement. C'est ainsi que chacun voit son travail passer au peigne fin, ses actions notées, appréciées, sanctionnées ou félicitées. Mais au Cameroun, le chef de l'État a pris l'habitude de tenir ses réunions selon son bon vouloir et ses humeurs personnelles. Du coup, les membres du gouvernement ne se sentent pas dans l'obligation de rendre compte à qui que ce soit. En lieu et place des conseils de ministres, les conseils de cabinet tenus tous les derniers jeudis du mois ont pris l'allure d'une tranche de récréation qu'une véritable réunion d'évaluation de l'action du gouvernement. En cette période d'attente de remaniement ministériel, les ministres comptent plus sur leur soutien à la présidence de la République, leur lobbying personnel dans la haute administration, plutôt que sur les résultats engrangés dans leur secteur de compétences pour être maintenus ou éjectés du gouvernement. Et c'est bien dommage pour la République. À demain. Donald Brice Kiamgon, bien évidemment sur cette interpellation qu'il fait encore ce matin, d'ailleurs qui fait office d'une colère aujourd'hui. Comment les Camerounais peuvent-ils exactement évaluer l'action gouvernementale dans son ensemble? Chaque Camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, si vous voulez, des 10 régions, chaque Camerounais peut-il se dire véritablement que j'ai pu vérifier ce qu'un ministre a pu faire pour son action en tant que ministre, en tant que membre du gouvernement? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parlement camerounais véritablement, qui a pour mission absolue justement de veiller à l'action gouvernementale, fait son travail convenablement? Et au-delà de cette question, peut-on bien évidemment se dire que les ministres sont-ils évalués au Cameroun sur la base de réels rapports qui seraient bien sûr soumis à l'attention du chef de l'État aujourd'hui? Est-ce que le chef de l'État lui-même, de son magistère, peut dire qu'ils peuvent vérifier le travail que font ces ministres aujourd'hui? Les questions méritent d'être posées. Bon, je commence par vous. Et Donald Brice Kiamgon a si bien fait de le mentionner. Au Cameroun, pas de conseil de ministres. Quand on dit pas, on sait que sous Paul Biya, avec tout le respect que nous lui devons, on peut compter du bout des doigts, justement, ces conseils des ministres. Aujourd'hui, les conseils de cabinet, on n'en parle presque pas. Alors, est-ce qu'on peut justement le dire à travers le regard que l'on porte sur l'action gouvernementale, l'évaluation de ce que les ministres font au Cameroun, montrer que simplement on évalue les ministres à travers les papiers que l'on regarde à la télévision chaque soir? Non, c'est chaque citoyen qui évalue les ministres comme il pense. Le chef de l'État également. Parce que je ne sais pas celui qui a apporté qu'on doit attribuer les dossards aux Camerounais. On parle du premier Camerounais, du premier.
qui a apporté ça dans l'imagerie populaire. Il faut attribuer les dossards aux gens, mais bon, laissons. D'abord, lisez l'article 18 de la Constitution. Qui dit? Qui interdit que le gouvernement soit évalué par l'Assemblée nationale. Ouais. L'article 18 dit que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est orienté selon les priorités du gouvernement. Bien qu'au départ on a dit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Contrôle. Le ministre de l'Éducation devait dire je vais construire 8 salles de classe en 5 ans. Est-ce qu'il a construit 8 salles de classe en 5 ans? On dit oui ou non, c'est tout. L'autre chose, et ça c'est regrettable, vous l'avez dit, je ne sais pas comment les historiens vont faire demain, ou ceux qui sont dans les sciences politiques et tout. Sous Ahidjo, justement, on pouvait avoir les photos. Chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel ou l'aménagement, il y a une photo qui meuble ça pour les archives. Au Cameroun, je ne sais pas, le remaniement ministériel que le président de la République a procédé, est-ce qu'il a déjà des photos avec ses ministres? Je n'en sais rien, mais je doute fort. Sauf que le vendredi 9 novembre 2011, le chef de l'État procède à un remaniement ministériel. La semaine qui suit, je pense que c'était le 12 ou le 13, il convoque un conseil des ministres. Il a dit lui-même que allez, je vous donne 6 mois, que chacun de vous vienne me dire pourquoi je l'ai nommé et qu'est-ce qu'il peut faire. Alors là, c'est très grave quand même. Je vous donne les dates. C'est très grave quand même. C'est pour cette raison justement que un certain Ambassala, je le cite, il avait dit l'acte qui me nomme fait de moi l'ingénieur de l'État. Donc je dois. Il le dit au Premier ministre. Le Premier ministre lui a dit que non, tu ne feras pas ça. Il vient devant les opérateurs économiques, dit, oh, comme vous voyez, comme les opérateurs économiques, chacun a son couloir pour amener à la nébuleuse qu'on appelle président. Bon, Ambassala, on l'a enlevé du gouvernement. Donc, finalement, si vous prenez les origines latines ou grecques du mot gouvernement, vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des ministres qui, eux, veulent travailler et veulent qu'on les contrôle. Mais on leur dit, non, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, tout repose sur, je ne sais pas moi, la magnanimité, l'appréciation, la haute appréciation du chef de l'État. Bon, c'est comme ça que ça se fait. Non, mais lui-même demande au ministre de dire pourquoi il les a nommés vous. Alors, ça m'a semblé. Que les Camerounais qui nous regardent, et surtout nos compatriotes qui sont membres du Rassemblement démocratique peuple camerounais, n'aient pas l'impression. Quand on parlait justement, on ne devrait peut-être pas le faire. Mais comment le chef de l'État, comment Paul Biya peut-il véritablement nommer des ministres et dire à chaque ministre, je vous donne 6 mois pour me dire pourquoi est-ce que je vous ai nommé. C'est-à-dire finalement, ça veut dire ce que vous pouvez faire à ce ça veut dire concrètement que le chef de l'État lui-même nomme des gens dont il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il les nomme. Qui va donc évaluer qui? Ça veut dire que c'est chaque ministre qui va s'évaluer. Et vous avez entendu dans le langage suivant, puisque à cette période-là, on est dans ce qu'on appelle les grandes réalisations. Oui. Chacun vous disait, au regard des grandes réalisations du chef de l'État, nous avons que ceci. Donc vous dites, mais c'est quand? Après, on vous a dit, lorsque nous avons commencé à relever ces écarts, vous dites, non, le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire Roman, nous disait, non, le chef de l'État a sa manière de contrôler le gouvernement. Et vous vous êtes donc rendu compte également que même il y a Philemon, il y a des ministres qui ne venaient pas au conseil de cabinet. Il y a des ministres qui sont rattachés à la présidence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nébuleuse qu'on appelle la présidence. Absolument. Il y a du mépris vis-à-vis du Premier ministre pour ces premiers ministres qui sont succédés. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, Dominique Audrey-Yengele, qu'on semblerait aujourd'hui évaluer les ministres à travers les nombreuses poursuites judiciaires aujourd'hui dans lesquelles ils sont impliqués? On se souvient encore de l'affaire Covid-Gate qui est en train de faire tout un bruit et un tollé au Cameroun et dont les Camerounais attendent véritablement les têtes qui seront coupées en regardant le chef de l'État, en lui disant c'est toi qui as nommé ces ministres-là, maintenant nous on va les évaluer sur l'attitude qu'ils ont eue avec l'affaire Covid-Gate aujourd'hui, pour parler de cela. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait les évaluer?
Non. Et là même, ce qui leur arrive, ce n'est pas une évaluation. On ne peut pas parler d'évaluation parce que ça ne s'est pas fait spontanément. Ça se fait sur la base de supputations selon lesquelles ce pourquoi était destiné l'argent n'a pas été fait. Conséquence, on est obligé de faire cela. Donc ça, ce n'est pas une évaluation. L'évaluation... Et parce qu'il y a des pressions du FMI. Voilà. L'évaluation, c'est comme dire au ministère de la Recherche scientifique, par exemple, les prérogatives qui encadrent votre ministère entendent coordonner la recherche scientifique en vue de la promotion du développement économique, social et culturel, valoriser l'exploitation des résultats des recherches. Au Cameroun, on a des Camerounais qui ont inventé des choses, qui ont fabriqué des voitures, qui ont fabriqué Miondonini. Ils ont des pâtes en forme de miando en pâte alimentaire. On a Arthur Zan avec le cardiopathe et l'invention, la couveuse. Oui, la couveuse qui fonctionne avec le soleil également. À quel moment à quel moment ce ministère, par exemple, a présenté le rapport de ses activités, par exemple, l'inventaire de tout, parce que le travail de ce ministère, c'est ça, faire la promotion de toutes les inventions. Ils ont également un rôle au niveau de la pharmacopée, valoriser les résultats de la pharmacopée. Là, c'est en relation avec le ministère de la Santé. On a eu le phénomène coronavirus, on a eu des chercheurs qui sont des herboristes, qui ont fait un travail de fouille. Gustave Lehmann, voilà. Il y a le professeur Gustave Lehmann. Entre autres, l'association des sorciers Mbombo également, qui ont mis sur pied des produits. À quel moment ce ministère-là a fait la promotion de cela? À aucun moment. Vous y faites une fixation. Ce n'est pas une fixation, c'est entre autres ça, parce que c'est important la santé. C'est vous qui l'avez amené au Covid. Voilà, elle n'a rien fait de ce côté-là. Le MINAS, le MINJEC, regardez nos jeunes aujourd'hui. Quels sont les loisirs? Par exemple, le tourisme, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on a vendu? Quelles sont les statistiques en termes de touristes qui sont entrés au pays les 5 dernières années? Est-ce que c'est pas justement cette question, je veux dire, ce questionnement fondamental sur la vérification de l'action gouvernementale qui fait qu'aujourd'hui, la presse camerounaise, si vous voulez, nationale comme internationale, a maille à partir du gouvernement qui fait tout pour verrouiller les informations, parce que si on a ces informations, tout de suite, le système est mis en mal. C'est parce qu'on sait que vous ne respectez pas la présomption. Non, c'est parce qu'on sait que même les membres du gouvernement ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est ça en fait. Non, rappelez-vous bien que c'est depuis au moins 2003-2004 que le chef de l'État parle de la cohésion de l'action gouvernementale. Oui. Comment les ministres eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font? Et ils vont donc se rendre compte que vous, les journalistes, quand vous venez fourrer votre nez, vous allez vous rendre compte que de ces incongruités-là. Et vous allez donc mettre en nu. On vous dira, vous n'aimez pas votre pays, anti-patriote, et ci et cela. Donc en fait, c'est pour cette raison, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui savent ce qu'ils font, on leur interdit. Prenez le cas de l'ancien gouverneur Mahamat Abakar. D'accord. Voilà, il a sorti la livre, il a dit, chaque fois que je voulais faire ce que les textes de la République me recommandaient, on me tapait sur les doigts. Très bien. Dominique Odé-vous. Par exemple, au niveau du ministère des Affaires sociales, les prérogatives là-bas, c'est de prendre de façon particulière des jeunes qui sont défavorisés, des jeunes qui sont marginalisés pour les réinsérer dans la société. Combien d'enfants avons-nous dans la rue? Bon, même pas qu'on dit enfants de la rue parce que, dit-il, la rue n'accouche pas. Combien de jeunes enfants, vous connaissez Yaoundé? Bien sûr. Voilà. À la poste centrale. Par exemple, combien y a-t-il là-bas? Ici, j'ai dit, si ce ministère avait la possibilité de créer comme des hangars, des maisons, on met des machines à laver en disant aux Camerounais, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous entretenir vous-même, mais en donnant 100 francs et un vêtement, on insère ces enfants, on va leur donner du travail et de quoi vivre. C'est des exemples. Par exemple. C'est des exemples. Oui. Mais dans la globalité, quand on regarde un ministère aujourd'hui, vous avez peut-être pris des ministères comme le ministère des Affaires sociales. Prenons même le ministère de la promotion de la femme et de la famille, concrètement. Oui. On sait que ce ministère, c'est des démembrements régionaux, départementaux, et même dans les arrondissements. Oui. Est-ce qu'un Camerounais peut dire véritablement, de l'endroit où il est, qu'il a senti un seul jour, dans un arrondissement, l'impact du ministère de la promotion de la femme et de la famille? Non, pourtant aujourd'hui,
on a des femmes qui ont besoin d'encadrement, d'accompagnement. La plupart, malheureusement, ne sont pas allées très loin à l'école. Mais ce n'est pas un handicap, parce que même si on n'est pas allé à l'école, on peut apprendre. Aujourd'hui, avec ce ministère-là, on a la possibilité de former les femmes à fabriquer de l'huile, du savon et tout. C'est là qu'elles entrent en jeu. Dire aux femmes, sortez un peu des stéréotypes qui voudraient que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et on vous envoie vous former pour être rentable pour votre foyer. Des conseils, des ateliers pour les aider à la gestion du foyer. À aucun moment on les voit, mais tous les jours on enterre des femmes dans des foyers. Voilà. On peut bien attendre. Et pendant qu'on y est en même temps, nous en parlons avec Dona Brice Kamgan, Dominique Pengou, ces ministres pour la plupart sont nommés, ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Touchent de l'argent, sont payés avec l'argent du contribuable camerounais, mais sont incapables de servir les Camerounais dans leur globalité. Alors, premièrement, je me dis, et je me pose la question, les Camerounais sont-ils, c'est pas une insulte, hein, c'est juste un questionnement, sont-ils si stupides pour ne pas comprendre qu'on a des ministres incompétents aujourd'hui? Deuxièmement, est-ce qu'on devrait laisser ces ministres jouir des lobbies qu'ils ont avec la présidence de la République? Et finalement, pour mieux comprendre, est-ce que les Camerounais connaissent même leurs différents ministres? Dominique Pengou. Alors moi, je ne vais pas d'abord dire que ces ministres-là ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Moi, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils décident juste de ne pas faire, justement parce qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun compte rendu à qui que ce soit. Justement parce que le rôle du Parlement au Cameroun a été faussé dès la base. C'est le Parlement camerounais qui a vraiment le rôle de pouvoir contrôler l'action gouvernementale et non le contraire. Alors aujourd'hui, on va nous dire qu'on a un fameux salon de l'action gouvernementale qui est organisé chaque année. Là-bas, on peut voir les ministres qui font des conférences de presse à ciel ouvert et qui essayent de faire des présentations par-ci et par-là. Mais combien de Camerounais sont souvent informés de ça? L'accessibilité même, c'est toujours entre eux, c'est toujours un cercle assez fermé, puisqu'on parle même du dernier Sago qui sera organisé du 18 au 24 juillet de l'année 2021, sans publicité, sans publicité naturellement, parce que c'est justement le seul endroit où on retrouve ces ministres qui viennent faire du folklore. Ils viennent couper des rubans, ils viennent faire des pseudo-conférences de presse, ils viennent même parfois faire juste comment je vais dire ça, ils viennent l'acte de présence et après ils disparaissent. Et pourtant ça devrait être des endroits où on devrait retrouver tout ce beau monde. On a eu seulement au courant de l'année 2020 plusieurs inventions, plusieurs créations de la part des jeunes. Ça devrait être une plateforme, une vitrine où on devrait retrouver cela et pour pouvoir mettre au devant de la scène toutes ces inventions et pouvoir valoriser. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement le gouvernement sait d'office que personne ne va venir contrôler quoi que ce soit, personne ne va leur exiger quoi que ce soit. Alors on botte en touche toutes les actions qu'on a à faire tout au long de son mandat, on botte en touche tout ce que l'on peut faire pour pouvoir justifier sa présence à la tête de son ministère. Justement, il y a tellement de choses à faire, mais comme on le dit, le Parlement est devenu la femme du gouvernement. Le Parlement marche en fonction de ce que le gouvernement et tous ses membres veulent. Le Parlement marche selon la démarche du gouvernement. C'est d'abord de là que part le véritable problème. Si on avait un Parlement au Cameroun qui exigeait, ou après peut-être semestre après, c'est parce que je suppose, Michel Gachou, que lorsqu'on vous nomme ministre quelque part, vous avez le devoir déjà de présenter votre cahier de charges. Après cela, vous avez le devoir de présenter des rapports, peut-être de façon trimestrielle ou encore peut-être de façon, je ne sais pas trop, annuelle, de présenter ce que vous avez présenté au départ dans votre cahier de charges, ce que vous avez pu faire et pourquoi vous n'avez pas pu atteindre un certain nombre de pourcentages qui étaient jadis peut-être étaient soit en dessous, soit au-dessous. Ou attendu même d'ailleurs. Voilà, ou encore attendu de la part de la population. Mais ce n'est pas fait et on ne demande les comptes à personne. On va peut-être le dire. Regardez par exemple la chute drastique des résultats des enfants à l'école. À l'école. Comment on fait pour avoir le même ministre en place avec ces échecs aux différents examens au niveau du secondaire? Bien sûr, que ce soit le probatoire, que ce soit le BEPC ou encore le baccalauréat, c'est vrai. Alors, on va simplement dire aujourd'hui que chaque Camerounais qui nous regarde, chaque Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en réalité, peut se rendre compte d'une certaine mesure que les ministres
ne sont pas là pour faire le travail de ces derniers. C'est le lobby en même temps, mais c'est des insertions ou encore des ordres qui sont bien sûr tenus au Cameroun. Mais au-delà de ces questionnements évoqués ce matin sur ce plateau, on se demande où est l'exécutif, mais surtout où est la justice pour ce qu'on appelle très souvent sur ce plateau des magistrats fous qui peuvent se lever et ouvrir bien évidemment des procès à la suite au moins des articles de presse qui démontrent à suffisance qu'il peut avoir des gabégies ou pas. Mais surtout, pourquoi avoir tué le Parlement au Cameroun? Le Cameroun n'a-t-il pas de Parlement? Ou encore les parlementaires ne sont-ils pas là pour représenter le peuple? Pourquoi ne pas faire sauter ce verrou 18, si vous voulez, ce verrou autour de l'article 18 de la Constitution pour laisser bien sûr les parlementaires décider de l'avenir du Cameroun? Restez sur Equinox Télévision, madame, monsieur. Bon retour à vous, bienvenue si à l'instant vous vous joignez à nous sur les antennes Equinox Télévision. Bonjour madame, messieurs. Eh bien vous le savez en même temps, ce matin, les regards restent bien évidemment plongés sur le Cameroun d'aujourd'hui avec des informations qui gravitent effectivement autour de la République. Nous souhaitons avant toute chose saluer ici ce matin l'attitude des policiers qui d'ailleurs dans la ville de Yaoundé hier soir nous ont permis de passer un excellent moment en leur compagnie. Figurez-vous, je vous en prie, qu'un policier vous interpelle à bord de votre véhicule, qui demande justement à vous faire contrôler, vous lui remettez les dossiers de votre véhicule, il se rend compte que c'est complet, vous n'avez pas de problème, et qu'il prenne une attitude aussi respectueuse pour vous dire merci infiniment monsieur, passez une excellente journée et à bientôt. Là, je l'ai vu bien sûr hier, c'est au niveau du lycée bilingue des SOS, et d'ailleurs avec les amis du commissariat du 4e arrondissement à Yaoundé, une attitude d'ailleurs qui a été mise en place par celui qu'on appelait habituellement l'inspecteur de police Henri, à qui justement ce matin nous faisons un clin d'œil, et nous souhaitons bien évidemment que ce genre d'attitude continue d'aller de l'avant, savoir comment respecter les usagers et surtout savoir comment parler aux usagers, c'est à respecter. Bravo bien sûr là-bas. Une question encore se pose encore aujourd'hui au Cameroun. Où en sommes-nous avec les nombreux audits? Pourra-t-on faire l'audit sur la question des ordinateurs Paul Biya qui avait été remis bien sûr aux étudiants camerounais? Souvenez-vous que ceci avait fait l'objet d'un achat de plus de 75 milliards de francs CFA. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui effectivement, avec ces ordinateurs, on n'est pas forcément à plus de 6 mois d'existence avec ceci. Comment le ministre de l'enseignement supérieur pourra-t-il bien sûr rassurer les Camerounais aujourd'hui en leur disant ces ordinateurs ont été bénéfiques? Encore moins. Ou encore, peut-on dire que le professeur Jacques Famendongo s'était bien sûr mis le pied dans la fourmilière? Doit-on rester muet devant une telle situation? Les Camerounais ou encore le Parlement dont nous faisons évocation ici ne devrait-il pas se demander où en sommes-nous? Bilan fait aujourd'hui des ordinateurs PBH qui aujourd'hui se vendent dans le marché noir. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Donald Brice. Et ça nous permet encore de reparler effectivement du contrôle de l'action gouvernementale pour sortir bien sûr du sujet. Dit combien de fois finalement personne ne contrôle les ministres, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, et ça dit que Paul Biya n'est plus là. Alors, je pense que la question est importante et effectivement, je voudrais vous faire remarquer que il y a une semaine, en l'espace de quelques jours, une dizaine de personnes sont décédées dans les trous d'or à l'est du Cameroun. Et dans un pays sérieux, les ministères en charge de la sécurité font des sorties, rendent compte de ce qui s'est passé, reviennent sur les faits, présentent les condoléances aux familles concernées. Même par le gouverneur de cette région-là, on l'a écouté. En ce moment-ci, il y a de jeunes compatriotes qui ont été interpellés et les droits foulés aux pieds dans le département du Mungo. On n'a pas entendu le ministre en charge de la justice, tout comme il y a quelques mois, des avocats ont été violentés en plein tribunal ici à Douala sans que l'on entende le ministre en charge de ce secteur. Ce sont des éléments qui vous permettent de voir le rapport que nos ministres ont avec les affaires publiques. Je ne voudrais pas parler des conférences de presse qui n'existent pas dans notre contexte, sauf lorsque les ministres trouvent que une situation est en leur faveur et qu'il faut communiquer. La question des conseils de ministres
Nous sommes en Afrique. Je rappelle qu'en Europe, un pays comme la France tient tous les mercredis un conseil des ministres. Voilà, la Côte d'Ivoire ici au pays. Ici, le dernier conseil de cabinet en Côte d'Ivoire date de mai 2021. Le Gabon, tout près de nous, dont le président a été victime d'un AVC il y a quelques mois, a tenu son dernier conseil de cabinet le 11 juin. La Côte d'Ivoire, la Guinée et beaucoup de pays africains, le Cameroun est parmi les exceptions, les curieuses exceptions en la matière, ne pas tenir le conseil du ministre. Et on continue comme ça dans cette navigation à vue. Dans cet environnement, il est difficile d'évaluer l'action du gouvernement, dans un environnement également où on a un ensemble de ministères qui n'ont pas forcément leur raison d'être. 3 ministères en charge de l'éducation, est-ce que c'est plus efficace qu'à l'époque où on avait un ministère de l'éducation nationale, j'en doute, un ministre en charge de l'agriculture, un autre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales. Est-ce que tout cela est nécessaire? C'est difficile de dire oui. Tout cela complexifie également la coordination de l'action gouvernementale. Vous imaginez que lorsque les départements sont aussi nombreux, il est difficile de pouvoir les coordonner. Donc l'ensemble de tout ça fait que finalement, l'action du gouvernement a très peu, sinon pas de chance, d'avoir un impact auprès de l'opinion. Allez, on va bien évidemment le dire, madame et monsieur, dans un instant, nous vous lirons sur la page Equinox TV pour ceux qui sont intéressés par ces sujets qui nous interpellent tous, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement au Cameroun, à travers cette interpellation faite ce matin par Donald Brice Kamgan, le Parlement camerounais est absent des vrais problèmes qui concernent les Camerounais. Les députés, pour la plupart, peut-on le dire, va-t-on le dire, sont intéressés pour ce qu'on appelle habituellement le business. Oui, on est député, on peut avoir des passe-droits, on est député, on peut faire entrer autant de marchandises au Cameroun à travers des possibilités, des facilités qu'on vous accorde. On est député, on gagne 1 million de francs CFA. On est député, on fait savoir justement qu'on peut prendre du poids maintenant et qu'on ne souffre plus. On est député au lieu bien évidemment de penser l'action gouvernementale. Alors, l'action gouvernementale n'existe pas convenablement aujourd'hui parce que les députés eux-mêmes n'ont pas, on va dire, bon là, mentionné ici, à travers l'article 18 de la Constitution, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit qui ne soit proposé par le gouvernement camerounais. Alors finalement, si on a des députés qui doivent juger le gouvernement camerounais et que le gouvernement camerounais propose aux députés ce qu'ils doivent mettre en débat, on comprend réellement en tant que Camerounais que le Cameroun n'a pas de parlement et le Cameroun a des ministres ou encore le gouvernement qui donne des injonctions au parlement. Finalement, pourquoi voter les maires? Pourquoi voter les députés? Pourquoi voter tous ces derniers moments bengal? Nous ne savons rien. Le Sénat, alors n'en parlons pas. Parce qu'en fait, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Voilà un autre parlement que nous avons. Donc, en principe, les problèmes de Ndiobe Penja, les problèmes de Sissi, les parlements, les sénateurs sont élus par le conseil municipal. Oui. Donc, voilà, ça devait être relayé. Donc, les problèmes que vous dites à la base devraient être portés vers le haut par le sénateur. Mais tout à l'heure, je demandais, mais qu'est-ce qui justifie que même la justice camerounaise ne peut pas, sur la base des faits, se lever et faire entendre les ministres sur tout ce qu'on lui connaît aujourd'hui? Est-ce qu'en réalité, l'attitude du ministre, si vous voulez, ou du ministère en charge de la justice, ne montre pas véritablement qu'il y a des complicités avec ce gouvernement et qu'on laisse faire? Oui, absolument. L'actuel ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, c'est le coordinateur des activités du RDPC dans le littoral. Vous voyez bien, et c'est lui qu'on appelle la chancellerie, c'est-à-dire que les procureurs, les juges d'instruction qui ont la charge de fourrer leur nez là où ils peuvent, là où ils veulent, là où les odeurs des humeurs de malversation de ci ou de ça sont faites, c'est lui qui doit les envoyer. Par exemple, on a violé et à mort des nourrissons. C'est le ministre de la Justice qui doit instruire le procureur de la République en fait de faire un certain nombre de choses. Les gens travaillent mal. Il doit donc avoir cela. En plus du fait que nous avons les renseignements généraux à la gendarmerie, à la police, la DGRE. Donc en fait, l'information des choses qui se font à la base devrait remonter tout le moment pour que justement le procureur et ses substituts devaient dire
le parquet, comme on appelle dans ce jargon, se saisisse du dossier. Alors, le Cameroun n'a pas de parlement crédible. Le Cameroun semble avoir une justice tatillonnante et qui ne soit pas justement du goût des Camerounais aujourd'hui. Le Cameroun n'a pas un exécutif. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Installez-vous confortablement. Nous avons aussi une belle mission. Vous dites la vérité chaque jour. Je m'interroge ce jour sur la question de l'octroi abusif des licences par l'État du Cameroun sans aucun suivi. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que l'Élysée et Etoudi ont validé le coup d'État au Tchad? Nous poursuivons notre analyse ou le questionnement pour en sortir de Bengan. Le Cameroun, justement, disait que... Voilà un autre cas qu'il faut signaler. Bon. Donc, est-ce que le Parlement ne peut pas questionner les privatisations au Cameroun? En ce moment, c'est le sujet en débat, mais on ne dit rien au Camerounais sur ce qui se dit justement au Parlement. Dire clairement qu'avec la Sonel en 1974, il était question de produire et distribuer l'énergie électrique à tous les Camerounais, dans tous les ménages. Voilà. Quand on privatise en juillet 2001, on dit amélioration de services. Ça veut dire quoi? Quelle est l'orientation que l'exécutif a donnée à cette entreprise-là? On ne nous dit pas. Donc, voilà. Et le Parlement ne veut pas ne veut pas demander ça, ne veut pas enquêter, savoir, mais quelle est l'orientation des néo aujourd'hui? Aujourd'hui, ils en parlent. Donc, ce qu'on va simplement retenir, c'est qu'on a un Parlement qui n'est pas du goût des Camerounais. On a un ministère de la Justice qui semble ne pas faire son travail convenablement. On a un exécutif qui est inexistant véritablement. On a des ministres qui font ce qu'ils veulent. On a un peuple qui est laissé bien sûr à la merci, qui est abandonné. Mais surtout, il est important de dire au peuple, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Allez, on doit se réveiller et surtout allumer nos cerveaux. Merci à tous. Les messages de Dominique Audrey, Oyengelek. Que nous disent nos téléspectateurs ce matin? Rachid Ghezal, c'est le besoin qui met le vendeur dans la pression. Il peut être dans une situation délicate, ayant vraiment besoin d'argent. C'est pour ça qu'il met la pression à l'acheteur à tout moment. Aurélie Sen nous dit l'achat d'un terrain se fait devant un notaire et pas sous signature privée. Antoinette Mani, je suis tout à fait d'accord. Ça se fait sur les deux. Il y a le vente sur scène privée et vente auprès du notaire. Les deux sont valables dans notre processus. Voilà. Sauf que peu de personnes ont la possibilité de payer les frais d'un notaire, les honoraires d'un notaire. Mais ça aurait été, c'est important toujours de se rapprocher d'un notaire. Non, le problème c'est que l'autorité administrative qu'on a mis devant, le sous-préfet, qui est le président de la commission consultative des délivrants de toute fonction, peut faire en sorte que vous ne vous, j'allais dire, vous mettez les services notaires à côté. Mais le problème c'est que vous l'appelez chef de terre, il est devenu le chef de terrain. Donc quand le chef du village, pour le cas ici, comment un chef du quartier, il vend le terrain, ça veut dire que le procès verbal qu'il fait de comment on appelle ça, de tenue de palabres, c'est lui d'ailleurs qui est également auxiliaire d'administration. Quand il vient chez le sous-préfet valide seulement, il s'assure qu'il n'y aura pas de contestation. Et il engage le dossier un peu plus loin dans le service de cadastre pour venir faire tous ces bornages, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça n'a rien à voir. On peut bien procéder de cette manière, vendre sur scène privée. Le message. Oui, l'attitude du fils de cet homme n'est en aucun cas acceptable. Il n'a aucun droit sur ce qu'il vient revendiquer là, avec son papa vivant en plus. Il faut voir quand un propriétaire te harcèle pour acheter son terrain quand il a besoin d'argent, mais vous n'êtes pas obligé de prendre. On est libre. Tatiana Clara, ministre chez nous veut dire ma vie a changé. Je suis désormais bourgeois, intouchable avec accès illimité au budget que je peux détourner à ma guise tout en recevant un salaire juteux sans aucune obligation de résultat. Parce que personne ne vous le demandera quand même on donne à brise. Personne. Absolument. Personne. Et le chef de l'État, souvenez-vous, lors d'un discours qui, j'oublie bien la date, au cours duquel demandait aux Camerounais, qui se plaignait à travers les différentes colonnes des journaux de ce que le Cameroun avait connu une corruption à ciel ouvert. Et qu'ils leur disent,
apportez-moi les preuves. Non, c'était sa première interview à la CTV, en février 1985. Non, il y a également une autre sortie. Il y a une autre sortie, je crois, après l'affaire... avant 2011, là, je pense qu'il y a eu une sortie comme du chef de l'État où il est revenu là-dessus, justement, demander au Camerounais qui veut des preuves. Oui, il rentrait d'un voyage, voilà, effectivement. Qui veut des preuves, justement, tout ce qui s'est dit. Voilà. Alors, et au congrès du RDPC, il a dit ils rendront gorge. Parce que là, il avait répondu à lui-même après cette interview. Et ils rendront gorge. Alors, lorsqu'un chef de l'État dit qu'il attend des preuves, est-ce que le chef de l'État, il est quand même à la tête de la magistrature camerounaise, ne peut-il pas interpeller son ministre de la Justice? Non, c'est lui plutôt qui doit donner les preuves. Ce n'est pas, il attend, c'est lui qui doit nous donner les preuves. En fait. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. C'est lui qui doit pouvoir mettre en difficulté ceux qui se sont montrés indélicats avec. C'est lui qui doit donner des preuves aux Camerounais. Voilà, c'est lui qui doit rechercher les preuves. C'est lui qui doit rechercher les preuves. Regardez quand Atangandji vient d'être nommé ministre, il a instruit quoi? Il a dit, je veux avoir 2 rapports, je pense 9h30. Journaliers, oui. 2 rapports journaliers. Sur la situation des États administratifs. Les États administratifs, c'est ça. En fait, il n'a fait que réviser l'orientation qui existait avant. Donc, il faut remonter vite. Nous avons les gendarmeries, nous avons les de partout. Donc, ça, c'est la préfectorale. Nous avons les commissariats, tout ça. Est-ce que ces rapports vont où? Nous avons la DGRE, ça va où? Et même s'il faut voir, comment je vais dire, le comportement des banques, il y a quand même un rapport de risque à la BEAC. Il y a un comportement de risque à la BEAC qui sait que les gens ont pris de l'argent, n'ont pas remboursé. C'est au président de la République. Donc c'est au président de la République de fournir des preuves aux Camerounais en leur disant il y a X. Il a prêté serment pour ça de toutes les manières. Merci beaucoup. Merci de le lui rappeler ce matin. Dominique Audrey. Stéphane Mendy, au Rwanda, Kagame a mis fin à cette bêtise. C'est l'État qui vend les terrains et non les individus. Plus haut, il y a quelqu'un qui a mentionné que les terrains n'appartiennent pas aux individus. C'est la propriété de l'État, donc c'est l'État qui devrait pouvoir en faire... non, là, il y a justement, au Rwanda, on a dit ceci. Pourquoi l'État a pris? Parce qu'au regard des tiraillements qu'il y a eu, on sait que nous sommes ici à Akwa. Ce sont les Akwa. Donc on ne veut pas voir par exemple que le chef Akwa s'approprie les terrains parce qu'il y a une famille là peut-être qu'on veut. Voilà, là l'État intervient en disant oui chef Akwa, tu es en train de vendre le terrain en Bombo. Est-ce que le terrain de la famille par exemple, tu as les droits coutumiers ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'État est placé pour réguler, pour que en fait on ne vient pas spolier certaines familles parce qu'on spolie les familles. Ça marche. Mais la condition en amont, c'est qu'il faut que l'État lui soit crédible. Voilà, parce que dans notre environnement, l'État est fortement corrompu. On avait qu'à voir, dès qu'un sous-préfet ou un préfet s'installe, les faux titres fonciers. Dès qu'un préfet ou un sous-préfet s'installe quelque part, il a des terrains. Absolument. Du nord au sud, il a les terrains. De l'est à l'ouest, il a des terrains. Dans cet environnement, c'est bien compliqué d'implémenter ça ici. Et pourtant, c'est qu'il y a un texte soit idiot qui interdisait à quelque autorité administrative de faire des affaires. Non, d'avoir le pain de terre dans son territoire de commandement. Absolument. Donc, le Rwanda, on sait, est un modèle de gouvernance. Même au plan mondial, les classements récents de Transparency International permettent de soutenir cela. L'État a la crédibilité, la caution nécessaire pour implémenter cela. Merci beaucoup. Oui. Des messages encore de Dani Namboussa nous dit on a acheté 1025 mètres carrés quand on a commencé à construire. On s'est retrouvé avec seulement 600 mètres carrés. Les têtes vont sauf que tomber. Ça, c'est ce qu'elle dit. Plus haut, on a Rita Oyo qui nous dit simplement que le jeune homme aille rencontrer un marabout béninois. Et mon père quitte là-bas, va voir un grand marabout béninois pour la suite. Et on va en finir avec des paresseux comme le fils du monsieur. Bon, vous voulez quoi qu'on appelle aux abeilles? Pas pour qu'il meure, hein, une petite leçon qu'il a cherché par lui-même. Vous savez, au Cameroun, même en parler, m'a évoqué, il ira justement poser une plainte contre monsieur. Parce que si quelque chose m'arrive, sachez que c'est monsieur X. Parce qu'il m'a dit que, voilà. Son beau-frère béninois. Voilà. Donc, Tatiana Clara. Et comme on m'a dit justement, la terre tue.
À cause des choses comme ça. Oui. Il y a plein d'histoires comme ça. Vous entendez, les gens viennent ramasser la poussière du terrain, les gens viennent planter des fétiches. Lorsque vous allez entrer dans la maison sera hantée. Comme il y a un témoignage d'une jeune femme qui dit qu'au niveau de Bouddha là-bas, il y a une maison qui est même inhabitable à cause de ce genre de litige. Parce que quelqu'un a acheté le terrain, il est venu construire et comme ça, un beau jour, quelqu'un sort de nulle part et vous dit « Ici, c'est le terrain de mon père. » Vous avez raconté l'histoire au niveau de l'usine des eaux là-bas. C'est la maison de mon père et tout. Ben, sauf que je ne m'en sors pas perdant. On va perdre tous les deux. Si vous entrez là-bas, vous ne dormirez jamais parce que même les marmites vont parler dans la maison. Donc, vous allez finir par sortir, vous aussi. Donc, il y a des gens qui n'acceptent pas de perdre et ceux qui pensent comme moi en disant que tout ça, c'est Mais surtout, il faut dire aux vendeurs terriens, aux propriétaires et vendeurs terriens, que lorsqu'on cherche de l'argent et qu'on vient vous verser de l'argent, sachez que des gens travaillent pour avoir cet argent. Franchement. Sachez que des gens font des sacrifices, mais énormes pour avoir de l'argent et se dire, je peux avoir un 100 mètres carrés, construire 2 chambres, un salon et y loger mes petits-enfants parce que je voudrais également leur offrir un toit. C'est très important. Et lorsque vous le faites, moi je prends encore l'affaire de M. Ngatou Joseph à l'usine des eaux. Je vous dis encore ici que le propriétaire, paix à son âme, a vendu le terrain et a fait ce qu'on appelle l'abandon des droits coutumiers à M. Ngatou Joseph. La dame, qui est la fille de monsieur du vendeur, revient par la suite avec tout ce qu'elle dit avoir comme gros bras et les ramifications dans l'administration. Elle a pu obtenir un faux titre foncier. Elle a fait déguerpir M. Ngatou de son terrain et elle laisse entendre que la petite maison qu'il y avait construite était justement le magasin que son papa avait construit et M. Ngatou devait y loger comme étant le gardien de leur maison. Vous comprenez jusqu'où on manipule. C'est l'État qui est chef mafia. On manipule justement. Et au moment où je vous parle, ce monsieur Ngatou n'est plus dans cette maison. Il erre dans la ville de Yaoundé. Avec femmes et enfants. Non mais honnêtement là, là. On va je vous dis, c'est à l'usine des eaux à Yaoundé. Nicole Bisson. Merci. Allez, dans un instant, nous serons avec Constille Amine, madame, monsieur, comme cela se doit, puisque les sujets sont très importants, on en parle. Les réalités sont également les vôtres. Merci de nous les envoyer en permanence. Gardons le cap sur ce qui est important. Aucune distraction, même si aujourd'hui, beaucoup pensent que le gré à gré sera encore en plein débat. Les Camerounais ouvriront-ils les yeux? On en reparlera dans un instant. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constille Amine, c'est le tapis des braises qui revient ce matin. Bonjour Constille. Alors bonjour Michel Ngatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi 14 juin 2021 pour déjà parler du tapis des braises, mais également parler des promotions du magasin 1001 tapis, votre magasin par excellence au Cameroun, situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua, en face le palais d'Ika. Le magasin 1001 tapis relance encore ce lundi matin les doubles réductions sur tous les articles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, que ce soit l'électroménager, l'électronique, l'informatique, vous avez droit à des doubles réductions sur les articles vendus au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le magasin 1001 tapis est le seul magasin au Cameroun où on ne dépanne pas un article, on le remplace. Vous achetez un article au magasin 1001 tapis, en cas de problème, que ce soit un problème technique ou un problème d'utilisation, revenez avec cet article
que le magasin Mille Un Tapis, nous allons le remplacer. Mais de plus en plus, nos clients sont contents parce que ce qu'ils achètent est vraiment de très très bonne qualité. Raison pour laquelle ce lundi matin, je reviens encore avec cet élément de cuisine, avec cet élément qui vous permet d'avoir une braise de qualité. C'est bien entendu le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis for breza. They call them say tapis for breza because the tapis for breza na some fine tapis way you want burn makero, you want burn nyomo, you want burn sol, you want burn fish, you want burn dog fawolo. Just take tapis for breza because the tapis for breza it go make say your poisson no go coller again. It go make say your meat no go coller again, and your meat go done quick and go done fine. Donc any man must come for magasin Mille Un Tapis and buy a tapis for breza because the tapis for breza you go use some for plenty time. This tapis for breza it not the bone for farm, it not the bone for what then come say for fumer. Non, not be fumé. For feu. Voilà. Il not the bone for feu. Donc, any man must come for magasin Mille Un Tapis and buy a tapis for breza. This fat, il find plenty. Et aujourd'hui, nous allons faire une démonstration ce soir à partir de 18h au restaurant Italiana Food. C'est en Godi Aqua. Dans ce restaurant, on aura l'occasion d'accueillir tout le concept Salaka pour une grande démonstration à partir de 18h dans le cadre d'une grillade spéciale du côté bien sûr du restaurant Italiana Food. C'est en Godi Aqua, donc nous vous invitons de ce côté-là pour venir vivre en direct les bienfaits du tapis de braise. Oh là 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 là. You want bon makero? Just take tapis for breza. You want bon dog fawolo? Just take tapis for breza. You want bon sepe poro? Just take tapis for breza. Anything you want na petit tapis for breza ou magasin Mille Un Tapis d'ici. Ce tapis de braise, chers téléspectateurs, c'est un tapis magique. Ce tapis de braise, chers téléspectateurs, ça ne colle pas. Ce tapis de braise est rapide. Ce tapis de braise est doux. Ce tapis de braise est de très bonne qualité. Je vous le recommande du côté bien sûr du magasin Mille Un Tapis. Vous l'avez à moins de 10 000 francs. Un tapis de braise avec plusieurs années d'utilisation. Un tapis de braise qui vous permet d'avoir une braise de qualité. Vous l'avez à moins de 10 000 francs. Où peut-on l'avoir? C'est au magasin Mille Un Tapis qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés et passez vos commandes. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin, bien sûr, du stock. Venez au magasin Mille Un Tapis et savourez les bienfaits du tapis de braise qui est un produit du concept Salaka. À côté, bien sûr, des tapis de braise, on parle également des gants de cuisine. Ah ben oui, chers téléspectateurs, on n'a plus besoin de se brûler les doigts. On n'a plus besoin de se lamenter quand on veut retirer les aliments en pleine cuisson. On n'a plus besoin de se déranger. Voici la solution pour pouvoir retourner les aliments en pleine cuisson. Voici la solution pour pouvoir ouvrir les marmites en pleine cuisson. Voici les gants de cuisine que vous avez à moins de 6 000 francs la paire. Et quand on parle de paire, c'est 2 gants de cuisine que vous avez au magasin Mille Un Tapis. Et je ne saurais partir ce matin sans attirer l'attention des restaurateurs, des hôteliers, ceux qui font dans la braise. Voici la solution pour garder la clientèle. Voici la solution pour une braise de qualité. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Beaucoup Consti Lamine, merci à vous également madame, messieurs qui nous regardez ce matin. Restez connectés sur votre antenne, mais surtout tentez de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui et le regard que nous devons y laisser. Mais vous posez très souvent une question, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Quel Cameroun, chaque Camerounais qui nous regarde ce matin, voudrait-il laisser au Camerounais? J'ai encore été choqué hier soir en échangeant avec un Camerounais qui m'a dit, d'accord, moi si je peux simplement sortir avec ma voiture, je me bats à avoir de l'argent pour nourrir mes enfants, ça me va. Je lui pose la question, quand on détourne 180 milliards de francs CFA, un argent qui a été restitué par le Fonds monétaire international, et que ce soit une caste de Camerounais qui ait choisi délibérément de détourner ces 180 milliards de francs CFA pour en faire une dette que tes mêmes enfants vont rembourser sur des générations et des générations, n'est-il pas important que toi, en tant que Camerounais, que tu te dises, je dois me lever, je dois revendiquer justement que les dettes cessent pour que mes enfants ne soient plus les victimes d'une dette qu'ils ne connaissent pas. N'est-ce pas l'occasion justement d'en parler?
N'est-ce pas l'occasion justement de revenir à ce que vous avez développé. On ne peut pas comprendre que le ministère, ce n'est pas une fixation, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, le ministère de la Santé publique, ne puisse pas trouver un moyen de réhabiliter et de faire fonctionner l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales, l'INPM. Et qu'on nous présente comme ça, le directeur de cet institut, qui soi-disant aurait détourné l'argent, soit impliqué dans cette affaire. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, on leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, les deux ministères. Ils ont un institut qui peut aider à la recherche et à la promotion de la médecine à tous les niveaux, c'est-à-dire la médecine dite conventionnelle et la médecine dite douce, médecine africaine. Ils vous disent qu'ils ont acheté les trucs soit en Inde ou je ne sais pas, à Singapour. Ils ne vous ont pas dit. C'est en menant justement une enquête journalistique qu'on se rend compte qu'ils ont fait acheter ces médicaments en Inde. Ils l'ont empaqueté avec et ici, on réhabilite machine de fabrication de la chloroquine. Et tout ça. Vous voyez, alors qu'il y a un institut à qui on pouvait donner de l'argent, on lui dit, fais-nous les recherches, trouve-nous un moyen comme Madagascar, comme le Bénin, pour venir à bout de cette coronavirus. C'est bien dommage. Eh bien, on n'est peut-être pas solidaire de ce qui s'est dit la semaine dernière par les jeunes Camerounais qui aujourd'hui sont devant la justice en Banga pour répondre de leurs propos à l'endroit du chef de l'État et bien sûr du gouvernement camerounais. Mais on est bien sûr de côté de ces Camerounais qui rient simplement qu'ils ont 32 000 francs de salaire mensuel dans une entreprise qui les embauche et surtout dire qu'ils n'ont rien comme Camerounais. Ils ne peuvent même pas avoir un morceau de banane, un doigt de banane. Dit que l'affaire fait grand bruit et les Camerounais observent, les Camerounais attendent justement ce qui sortira de ce premier verdict, du moins de cette première rencontre avec le magistrat ce matin. La revue des réseaux sociaux, c'est avec vous, Dominique Pengou. Alors ce matin, on va ouvrir la revue des réseaux sociaux avec le scandale lié à l'examen de baccalauréat littéraire au Cameroun, session 2021. Alors au sorti du dit examen, des voix se sont levées pour décrire ainsi une organisation du baccalauréat les plus calamiteuses. Alors maintenant, au Cameroun, entre les plaintes des élèves sur l'insuffisance des feuilles de composition dans certains centres et un emploi de temps jugé assez fantaisiste, les enseignants eux aussi sont entrés dans la gamme en dénonçant les épreuves soumises aux candidats qui étaient totalement en désaccord avec le programme enseigné tout au long de l'année, qui était l'approche par les compétences. Et grande était la surprise de voir des épreuves soumises comme ça, notamment en histoire, géographie et ECM sous le modèle de l'approche par l'objectif. Situation qui n'a pas été soulevée par les inspecteurs nationaux et pourtant cela risque d'être l'une des principales causes des échecs à cet examen pour les apprenants. Alors il est donc important de relever que les textes ministériels définissent clairement la nature de l'épreuve de l'histoire, géographie et éducation à la citoyenneté et à la morale du baccalauréat de l'enseignement général suivant l'approche par compétences. Donc voici donc ce que le ministère de l'enseignement secondaire récidive en proposant aux candidats à l'examen du baccalauréat A4 2021 une épreuve ne répondant nullement aux normes prescrites par l'approche d'enseignement en vigueur. Donc comment comprendre donc ce matin, Michel, l'impact de cette confusion, comment relever donc, comment les risques seront donc palliés pour les apprenants qui se sont vus composer des épreuves qui n'ont pas appris à l'école, et maintenant comment laisser passer ce genre de légèreté de la part d'un tel ministère? De scandale en scandale, bien évidemment, de Dominique Pengou, on le fait savoir. Le ministère des enseignements secondaires draine beaucoup de casseroles depuis l'arrivée de Pauline Alobayonga. Bien sûr, il faut le dire, sans pour autant qu'on ait l'impression que c'est une fixation sur Madame la ministre. Mais les résultats, les faits sont quand même déplorables de Nabris Kamgan. Approche par compétence, aujourd'hui approche par objectif. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'on arrive à ce niveau? Ou d'ailleurs, il faut le dire, une revendication, une grève est en préparation avec les enseignants qui disent qu'ils ne vont pas rentrer dans les corrections. Où en sommes-nous au Cameroun? Alors, les faits sont ceux-ci, parce qu'il faut toujours se fonder sur les faits. Les élèves ont été enseignés avec la méthode, la démarche par
compétences, l'APC qui est en vigueur, je crois, depuis 2014. Concrètement, pour une épreuve comme la philosophie, ce n'est plus la dissertation et le commentaire philosophique que nous autres, nous avons connu lorsque nous faisions le baccalauréat. Désormais, c'est l'approche par compétence. Il y a une série de questions qui est proposée aux candidats au baccalauréat, sauf que cette année, pour les séries sciences économiques, par exemple, qu'on appelle SES, on leur a proposé l'approche par objectif, par compétence, pardon, l'APC, qu'ils n'ont pas appris à l'école, qui n'est plus en vigueur depuis 2014. Clairement, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a eu une tentative de fraude au niveau de l'office du baccalauréat? On sait tout de même que le processus de sélection des épreuves au baccalauréat est très codifié. Pendant toute l'année scolaire, les enseignants envoient les épreuves, les propositions d'épreuves au niveau de l'office du baccalauréat du Cameroun. Après, il y a un tirage qui est fait. Il y a une banque d'épreuves qui existe au niveau de l'OBC, l'office du baccalauréat du Cameroun, et c'est dans ces épreuves-là qu'on tire en fait les épreuves qui sont choisies pour les sessions d'examen. Comment se fait-il que des épreuves qui ne rentrent pas dans le cadre de la démarche qui est en vigueur au sein du ministère de l'enseignement secondaire aient pu être retirées? Est-ce que c'est une tentative de fraude qui a mal tourné? C'est quand même des faits graves pour un secteur aussi sensible que l'éducation, encore davantage pour ce qui concerne le baccalauréat, un examen d'une importance aussi particulière. C'est inquiétant. L'an dernier, on a eu ces cas de fraude avec le fils du baccalauréat au Cameroun. Cette année, on a encore des fraudes, ce qu'on peut qualifier entre guillemets fraude, sur des épreuves qui sont mises à la disposition de ces enfants et dont les enseignants quand même estiment que ces enfants sont victimes d'un système qui est incompréhensible. Et là, vous le disiez à un moment donné sur le jugement de l'action gouvernementale, le professeur Pauline Nalobayonga ne s'est même pas encore levé pour justifier au moins auprès des Camerounais ce qui se passe avec cette histoire du baccalauréat. Vous comprenez ça comment? Alors, je suppose que elle attendait que le baccalauréat finisse, je présume. J'espère que cette semaine, elle va pouvoir s'expliquer, mais ce qui s'est passé demande au moins une démission au moins d'un responsable de l'office du baccalauréat, parce que c'est extrêmement grave, ce type d'inconduite. Pour une question aussi sensible que l'examen officiel, ça doit se payer cash. Dire également, Dominique Audrey, que des élèves se plaignent même d'ailleurs qu'on leur aurait soumis des épreuves, des matières qui n'ont pas été étudiées au courant de l'année. C'est incroyable quand même. Hein. Au début, du moins quelques semaines avant l'examen, j'ai été contactée par un jeune élève de classe de terminale qui se plaignait de ce qu'ils avaient un peu de mal à comprendre, à choisir quelle était la pédagogie à adopter, notamment en épreuve de philosophie et tout. Donc maintenant, j'ai dû me rapprocher d'un aîné également qui m'a fait savoir que ces élèves devaient simplement appliquer ce que le professeur leur avait enseigné en classe. Donc, entendez par là l'approche par compétence. Pendant l'examen, donc, je repars vers le jeune homme, il me dit franchement, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Parce que ce qui est demandé dans ces épreuves-là n'a rien à voir avec ce qui avait été enseigné précédemment. L'approche par compétence, je crois que là, c'est un autre type de formation. On vous prépare à gérer une situation là, contrairement à l'approche par objectif qui est un peu plus globale. Des audios sont disponibles, des audios dans lesquels on entend les professeurs se plaindre, qui estiment que si on n'a pas enseigné quelque chose à un élève, comment est-ce qu'on va faire pour corriger cette chose-là? Comment on peut évaluer quelqu'un sur la culture du maïs alors qu'on lui a appris à récolter les arachides? C'est impossible, c'est diamétralement opposé. Parfait. Donc là, c'est une catastrophe, notamment même en termes de notes. Comment ces enseignants vont faire même d'abord pour corriger ces feuilles? Qu'est-ce qu'ils vont entendre? J'ai écouté bien sûr un syndicaliste ce matin sur les antennes de Radio Finance qui est revenu là-dessus la question et qui, dans ses analyses, est allé quand même jusqu'à faire savoir qu'on pouvait octroyer, on va dire frauduleusement, des moyens à ces élèves. 3, quelque chose de moyenne. Alors, et on ne devrait pas arriver à ça, parce que ce sera... on vous donnera 3 moyens gratuitement. Ce sont des cancres.
qu'on est en train de former parce que là-dedans, il n'y aura rien. Ouais. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. À côté de ça, les élèves se sont retrouvés avec des épreuves qui n'étaient pas intitulées. On ne savait pas quelle était la matière qui venait. On vous donne simplement une épreuve comme ça. Aussi, il y a eu le temps de composition. Il y a eu les enfants qui ont été retenus dans les salles de classe parce qu'on a dit personne ne sort pour manger. Des enseignants même sont allés et ils estiment qu'on devrait reprendre même cet examen-là. On ne peut pas en tenir compte parce qu'il y a eu trop de bavures à ce niveau-là. On ne les a pas connus quand même dans les années précédentes. Pourquoi c'est sous Pauline Nalouva-Yonga qu'on a tous ceci? Parce qu'elle ne consulte pas. C'est pour ça que le sujet de Donald Brice a tout son sens ce matin. Elle ne consulte pas les acteurs de l'éducation. Incroyable. Elle a des syndicats. Service technique. Voilà. C'est comme si vous allez juger le poisson dans sa capacité à grimper aux arbres. Franchement. Comment vous allez passer toute votre vie et même le poisson va imaginer toute sa vie qu'il est idiot. Parce que vous le demandez de grimper aux arbres. Donc, comment il pouvait vous rappeler? L'approche par compétence, c'est une approche qui met l'apprenant en situation. On vous demande d'apprécier les situations. Par vous-même. Et il y a une méthodologie pour cela. Et l'approche par objectif, c'est autre chose, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que on vous dit par exemple, la philosophie est ceci, et ceci. Donc, vous faites des envolées ou qui va, j'allais dire, à une culture générale beaucoup plus. Voilà, c'était un peu ça. Or, compétence, il y a une situation, on vous a, pendant l'année, on vous a mis dans des situations bien précises de votre environnement immédiat, votre environnement Cameroun, votre environnement. Donc, on vous appelle beaucoup plus à donner des solutions, à apprécier l'environnement concret. Ce n'est pas des spéculations qu'on peut faire. Voilà justement qu'elle-même, la ministre aujourd'hui, sur ce ministère de Nabriz, Dominique Pengombon, Dominique Audrey, ce ministère finalement n'est lui-même ni dans une approche par compétence, parce que si on veut parler de compétence de ce ministère, notamment il n'en est rien aujourd'hui, au vu des nombreux scandales qui en découlent, vu même l'approche par objectif, parce qu'on peut demander, mais quels sont les objectifs réellement du ministère des enseignements secondaires? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est assez grave. Et puis, on ne saurait... C'est l'abrutissement quand même. Moi, je me demande, mais demain, pour cela, dit, nous, on a fait un baccalauréat, même si on a repris les classes de terminale, mais ça n'a pas été évident. Parce que il fallait avoir justement la compétence pour aller d'une classe à une autre. Je vous ai dit ici à un moment donné qu'au niveau du ministère des enseignements de base, on ne laisse plus les enfants reprendre les classes. C'est-à-dire que l'enfant est médiocre dans une classe. On pousse quand même l'enfant dans la classe supérieure. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui prouve réellement qu'on est dans un plan d'assassinat collectif où on s'arrange effectivement à tuer l'école au Cameroun, tuer l'école à tous les niveaux et abrutir au maximum les Camerounais? Les parents doivent être honnêtes aussi, parce qu'on a le complexe là de ne pas vouloir que son enfant reprend une classe parce qu'on a peur du regard des gens. Vous savez pertinemment que votre enfant ne sait pas encore lire. Il ne sait pas lire, mais la maîtresse vous dit non, mais il va apprendre l'année prochaine. Ne l'acceptez pas. Ok, on va se moquer de cet enfant, ce sera bon. Là, la prochaine fois, il sera un peu plus assidu. On a un problème avec ça, le regard des autres. Je pense que les parents doivent attaquer l'examen. C'est très important. Devant la juridiction, il est possible d'attaquer l'examen à raison du fait justement que vous ne pouvez pas proposer des contenus que vous n'avez pas enseignés à des Quand vous dites les parents, ça veut dire que les parents camerounais doivent attaquer les laisser en réalité. Ils doivent attaquer les parents élèves qui doivent saisir des collectifs d'avocats qui peuvent se charger de cela. Même si aujourd'hui on pense bien sûr que le pire, c'est que certaines indemnités de délibération de ces examens, bien sûr, des années antérieures ne sont pas payées. C'est le cas probatoire de l'année dernière. Ils ne sont pas payés. Ceux qui ont contrôlé, surveillé les donc le problème, c'est l'office du bac en réalité. Oui, l'office du bac et le ministère, c'est le ministère qui paye pour les prix. Donc en fait, l'office du baccalauréat devait demander aux inspecteurs de collectionner des épreuves au regard des enseignements qu'ils ont dispensés. Oui. Vous ne pouvez pas prendre dans les paniers au frigo, venir faire non. Quand ça arrive, ils regardent. Est-ce que c'était ça qui était inscrit au programme? C'est cette approche-là. Allez, maintenant, on compile. On met dans 3. Je pense que chaque épreuve a 3. Chaque matière a 3 épreuves différentes et on tire au choix. Ça fait très mal. Ça fait très très mal, justement. C'est une négligence incroyable.
Alors, gravissime. Et la question est évidente, on continue sur la poser. Le Cameroun est-il dirigé? Le Cameroun a-t-il justement à sa tête un dirigeant? Les ministres font-ils ce qu'ils veulent? Le peuple camerounais devrait-il rester bien devant une telle situation? La question est posée. Autre sujet. Alors, un autre sujet, ce matin, on parle du Cameroun qui finalement importera 120 000 tonnes d'huile de palme en 2021. 100 000 ou 120 000? 120 000. Très bien. 120 000, j'y arrive. Alors maintenant, en pleine examination de la requête formulée par le comité de régulation de la filière des oléagineux en vue d'une autorisation d'importation à des conditions préférentielles d'une cargaison supplémentaire de 20 000 tonnes d'huile de palme brute et ses dérivés. Selon l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, cette nouvelle cargaison viendra s'ajouter aux 100 000 d'importations déjà validées pour le compte de l'année 2021, portant ainsi à 120 000 tonnes le volume global d'huile de palme brute et dérivés à importer par le pays au cours de l'année courante. On va rappeler qu'en 2020, on est arrivé à 90 000 tonnes d'importation d'huile de palme. Alors maintenant, les questions qui suivent les esprits des Camerounais à l'instant, Michel, c'est d'où la provenance de cette huile de palme, quelles sont les mesures de sécurité qui ont été prises pour l'importation, les raisons de la sous-production qui ne parvient pas à satisfaire la demande nationale se trouve à quel niveau exactement, les dangers liés à la consommation des huiles raffinées et les conséquences sanitaires que cela aura sur la population camerounaise. Donald Brice, vous avez des éléments de réponse à ça? Au moins, parce que là, 120 000 tonnes, premièrement, d'huile que le Cameroun ira acheter à l'extérieur. Et pourtant, ici au Cameroun, on a la possibilité d'encourager les planteurs. Et ces associations des oléagineux, j'espère, oléagineux. Donald Brice, quelques éléments de réponse à ça? Il faut préciser que les 100 000 tonnes ont été validées. Il y a une requête qui redemande encore 20 000 de supplément. Parfait. C'est une affaire de micmac. C'est une affaire de micmac au sein des départements ministériels, notamment du commerce. Il en est de l'huile de palme comme du sucre, du riz, où on autorise les importations à la va-vite pour satisfaire quelques petits fonctionnaires. Écoute, on a un potentiel local, que ce soit pour l'huile de palme, pour le riz, pour le maïs, ainsi de suite. Il est possible de booster la production locale et de stopper les importations. Mais le problème, c'est que si on stoppe les importations, il y a un certain nombre d'avantages auxquels les fonctionnaires n'auront plus accès lorsqu'on importe, lorsqu'on va produire localement. Ça va couper ces avantages et donc ils ont intérêt à ce que la production locale ne soit pas boostée et donc les importations. Donc c'est un micmac, c'est un projet de déconstruction, de dévalorisation, de découragement des oléagineux camerounais. C'est ça. Absolument, c'est ça. Alors, et Dominique Benga a posé quelques questions quand même, bon Bengan, assez importantes. D'où proviendra donc ces huiles rouges? D'abord, en 2015, on a importé du Gabon, qui est importé chez nous, donc à côté. Donc le Gabon nous fait souvent ça, des bons offices. Il faut dire également qu'en 1974-1975, les pays comme la Malaisie, et il y avait un autre là, qui sont venus à prendre l'huile de palme, la production de l'huile de palme chez nous. Ils sont devenus premiers producteurs mondiaux en Malaisie. Donc, et pendant longtemps aussi, on avait importé de la Malaisie. Donc, vous voyez, et lorsque vous entendez, vous dites que il y a un pays pauvre. Ils ont appris le palmier chez nous, et justement auprès de l'IRAD et tout. Donc, maintenant, nous, on a dormi. On a dormi et les autres ont pris l'envol. Alors, des questions sanitaires, sécuritaires, quand même, se trouvent autour de ces huiles-là, Dominique Audrey. Est-ce qu'il n'est pas temps, quand même, que le Camerounais sache d'où provient ce qu'il consomme? Les questions sanitaires, c'est vous qui vous les posez. Justement. C'est vous qui vous les posez. Peut-être, Dominique, si vous permettez, justement, oui, le Premier ministre, Parian Philemon, avait inauguré en Bopi ce qu'on appelait laboratoire qui devait analyser les denrées alimentaires qui sont importées. Nous sont importés.
Il était d'ailleurs un laboratoire qui devait être sous-régional, les 10 pays. Ben, il est là, ce laboratoire, il existe au moins. Non. Ah, d'accord. Ça existe. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais il y a au moins un financement qui est octroyé, qui est attribué. Oui, c'est ça, c'était des milliards, effectivement. Donc vous créez un laboratoire pour distraire de l'argent. Il n'est pas créé, il a simplement sur papier. Maintenant, c'est le service phytosanitaire qui existe au niveau de port qui va nous dire si l'huile importée est consommable. Sur la base de quoi? Dominique Audrey, il faut sortir. Oui, sortons, Michel, vraiment. La question, c'est vous qui vous la posez, hein, vraiment. Quand moi, je vais l'huile rouge, je vais acheter mon huile du mois, ou je vais prendre l'huile à Dizanguet, ou bien je vais à Beaumont, ou bien je vais à l'ouest. Il y a des endroits où les Camerounais se battent un peu. C'est vrai que la demande est extrêmement forte, mais on pourrait gagner à travailler, à développer le plus de plantations possible pour pouvoir travailler localement. C'est le temps de développer, le temps de la production et la consommation. Ça veut dire que vous voulez dire qu'on est obligé de consommer? Non, je vous dis que l'État, le gouvernement n'a pas fait de prévision. Gouverner, c'est prévoir. Les hectares de plantation de palmeraies sont en train d'être vendus. Les gens sont en train d'acheter les endroits où on cultivait. Donc de plus en plus, ça tend à disparaître parce que malheureusement, on laisse place aux importations. Bien en même temps, effectivement, qu'il y a des richissimes Français qui sont installés au Cameroun et qui en ont fait bien sûr leur business. Dans un instant, Constille Amine nous retrouvera à nouveau pour nous parler d'un autre produit, Madame, Monsieur Irlizop. Nous prendrons véritablement plaisir à le regarder et surtout à l'écouter. N'oubliez pas la maxime qui nous accompagne chaque jour. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Ou pire que ça, ils blessent vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Irlizop a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Irlizop, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Irlizop pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Voilà. On a entendu encore Constille Amine. On vous entendra encore avec Irlizop cette fois-ci, Constille Amine. Bien entendu, le plus important justement, c'est de savoir où est-ce qu'on peut s'en offrir, procurer ce produit-là. Ah ben oui, il faut rappeler que cet appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles est en vente uniquement et exclusivement par le concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention des téléspectateurs de ne pas se rendre ailleurs. Les produits du concept Salaka sont une exclusivité du magasin 1001 tapis. C'est dans ce magasin et rien que dans le magasin 1001 tapis qui est situé à Douala au Cameroun, au quartier Aqua, que vous avez la possibilité d'avoir un appareil comme celui-ci qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Oui, je n'ai plus envie de voir les gens utiliser les cotons-tiges, utiliser les brindilles de balai, utiliser les cure-dents, utiliser les anciens modèles de coton-tiges parce que c'est tellement risquant. Le spot vous l'a montré, le spot vous a édifié, le spot vous a montré les avantages de cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Qu'attendez-vous, les amis retardataires? Qu'est-ce que vous faites encore à la maison? Qu'est-ce que vous attendez? Venez au magasin 1001 tapis et achetez votre appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Je rappelle que nous sommes en train de vivre là le dernier stock des Irlizop. Ah ben oui, chers téléspectateurs, nous sommes en train de vivre le dernier stock des Irlizop. De
depuis que nous avons lancé cette campagne baptisée Buy One Take Two, ça se vend comme les bouts de pain. Pourquoi cette campagne? Parce qu'on veut vulgariser cet appareil, on veut permettre à chacun d'avoir un Ear Lease Up. Ça permet de nettoyer délicatement les oreilles. Ça aspire la saleté à l'intérieur des oreilles. C'est sans risque pour vos oreilles, c'est sans risque pour votre tympan. Cet appareil est doux, il est stylé, il est de très très bonne qualité. Vous l'avez au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Qui peut utiliser le Ear Lease Up? Les bébés, les adolescents, les personnes du 3e âge, tout le monde peut nettoyer ses oreilles avec le Ear Lease Up. Et je le recommande bien sûr aux mamans parce que les enfants, les nouveau-nés ont de temps en temps la saleté à l'intérieur des oreilles. Alors n'utilisez plus les cotons-tiges, n'utilisez plus les brindilles de balai. Voici l'appareil qu'il vous faut. Voici le Ear Lease Up, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles. D'école AMC, appareil pour nettoyer oreilles. Et cet appareil, un instant, voilà cet appareil, vous achetez un Ear Lease Up au prix de 7500. Nous vous donnons le second gratuitement. Pour dire tout simplement qu'un appareil acheté, le second vous est offert gratuitement. Eh bien, restez sur Equinox, madame, monsieur, dans un instant, la suite des programmes. On aurait bien voulu parler de cette histoire concernant Joshua aussi, dont l'application du texte 8.2 n'a pas été faite sur sa personne. Dominique Pengou, vous nous faites savoir rapidement pour sortir? Oui, le comité exécutif national a jugé en faveur de Joshua aussi. Il reste bel et bien dans le parti. Il reste naturellement le vice-président du SDF. Donc c'était au cours de la réunion tenue jeudi dernier à Yaoundé, le 12 juin dernier à Yaoundé, pardon. La requête a été jugée recevable par la commission juridique, mais tout simplement, elle a finalement rendu son verdict en faveur du vice-président du parti. Bon, voilà. Dire que juger en faveur, c'est un peu trop dire. Hein. Dire que John Frondi a favorisé la paix, oui. C'est mieux de dire comme ça. Parce que en faveur de Joshua aussi, c'est comme dire que la commission n'est pas allée au fond. Voilà. On a demandé de se réconcilier. Voilà. Que ça vaut mieux pour le parti. C'est l'union importante. Et on attend le communiqué final du comité exécutif qui sera présidé par John Frondi. Lui-même. Non. Il faut plutôt dire qu'on attend le congrès. Est-ce que le président du littoral va apporter ça au congrès? Merci. Merci beaucoup Donald Brice Kamgan pour votre participation ce matin. Dominique Pengou, Bengan, Dominique Audrey-Yengelek. Madame, messieurs, ensemble, unis pour la même mission comme chaque jour jusqu'à 12h, vous êtes servis. Dans un moment, le journal sur Equinox Télévision. Restez sur nos antennes. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h.